Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walfadjri et bienvenue à ce deuxième numéro de Perspective 2012 qui a le plaisir de recevoir le professeur Ibrahima Fall, président du mouvement Taxawu Thème et candidat à la présidentielle. Professeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Faye. Merci. Et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. J'ai aussi le plaisir de co-animer cette émission avec Georges Nesta Diop, chef du service politique du quotidien Walfadjri. Georges, bonjour. Bonjour Pierre. Voilà, je te laisse lancer le débat. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Diop. Alors, qu'est-ce qui a pu pousser Ibrahima Fall à se lancer dans une aventure qui va coûter au moins 60 millions de francs? Cela coûtera certainement beaucoup plus. Mais puisque vous m'interrogez sur les motivations, je vais vous en donner 3. 1. La situation politique critique du pays, avec beaucoup d'inconnus, surtout beaucoup de préoccupations et en toile de fond des risques. Deuxièmement, un ensemble d'espoirs qui se sont focalisés sur ma personne, estimant que depuis plusieurs années, on souhaitait me voir participer à cet exercice. Et troisièmement, une volonté personnelle de vouloir apporter ma contribution, si tant est que ces espoirs étant fondés, j'ai les capacités pour relever les défis. À vous entendre parler, vous êtes poussé par un groupe ou par des amis qui vous ont vraiment demandé de vous présenter à la présidentielle. Je serai plus nuancé, je dirais qu'il y a à la fois cet appel venant d'un groupe très élargi de citoyens, comme je peux m'en rendre compte chaque jour, y compris dans mes tournées sur le terrain. Il y a ça incontestablement, mais il y a ma volonté politique personnelle d'apporter une contribution à ce moment critique de l'histoire de notre pays. Et vous, que proposez-vous de nouveau aux Sénégalais? Ce que je propose se résume en 4 points. Ce sont successivement rassembler les patriotes sénégalais, réhabiliter les valeurs aujourd'hui naufragées qui participaient de notre identité culturelle et religieuse, restaurer l'état de droit, aujourd'hui pratiquement inexistant, et enfin et surtout relancer le développement socio-économique du Sénégal et répondre aux aspirations profondes des populations. Parce que vous estimez que le gouvernement qui est là actuellement ne remplit pas, en tout cas, ne se préoccupe pas tellement des Sénégalais et l'état de droit n'existe plus au Sénégal, à vous entendre parler. Ce serait une longue réponse, mais si vous voulez me donner le temps de répondre en ce qui concerne l'état de droit, je vous dirais que nous sommes dans une situation où l'essentiel, pour ne pas dire la totalité, du pouvoir est entre les mains périssables d'un seul homme. Nous sommes dans une situation de confusion des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires entre les mains périssables d'un seul homme. En ce sens que il est à la fois le président de la République, il est son double, le vice-président de la République, puisqu'il a créé le poste et il n'a nommé personne. Il est le chef du gouvernement, puisque le Premier ministre joue un rôle
de coordination, et il est loisible d'ailleurs au président, selon les circonstances, de décider que tel projet qui normalement doit être piloté par un ministre, ou à la limite quand ça dépasse un ministère coordonné par le Premier ministre, que tel projet sera localisé à la présidence de la République. Donc confusion de l'ensemble de l'exécutif entre les mains périssables d'un seul homme. Mais ce n'est pas tout. Le pouvoir législatif est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Sénat, c'est là également la confusion de pouvoir, puisque comme vous le savez, les sénateurs sont nommés par le président de la République. Et il décide, selon les moments, de destituer quelqu'un ou de nommer quelqu'un d'autre, comme malheureusement le récent décès affectant un sénateur connu en a été la preuve, puisque parce que ce sénateur avait décidé de changer d'alliance et de quitter l'alliance avec le SOPI, il a été démis de ses fonctions de vice-président du Sénat, et parce que Dieu l'a rappelé à ses côtés, le président a, au cours d'une pleine séance de condoléances, proposé à son fils de le remplacer comme sénateur. Donc, je pense qu'il y a là, et ce n'est qu'une illustration, une preuve, on ne peut plus réelle, de ce que le Sénat est réellement entre les mains du président de la République. Quant à l'Assemblée nationale, vous avez entendu plusieurs députés, à l'occasion de débats à l'Assemblée nationale, dire qu'ils étaient les députés du président. Et si vous examinez le nombre de lois adoptées dans ce pays depuis l'alternance, vous ne serez pas surpris de constater qu'à plus de 90%, ce sont des projets de loi et très rarement, bien moins de 10%, des propositions de loi, c'est-à-dire des initiatives émanant des députés. J'ajoute qu'une autre fonction de l'Assemblée nationale et subsidiairement du Sénat, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Or, force est de constater que l'Assemblée ne s'acquitte pas, mais alors pas du tout, de ce rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Voilà pour le pouvoir législatif complètement placé sous la domination du président de la République. Enfin, le pouvoir judiciaire, on sait ce que cela veut dire dans un pays démocratique. C'est un pouvoir indépendant, c'est un pouvoir dont les décisions sont sans appel, et ce pouvoir-là, aujourd'hui, il est chapeauté par le président de la République. N'oubliez pas qu'il est président du Conseil supérieur de la magistrature. N'oubliez pas qu'il piétine dans les responsabilités des juges, de la justice plus généralement, à travers ce qu'on appelle la magistrature debout, c'est-à-dire le procureur et tout ce qui ressemble au procureur. En foi de quoi d'ailleurs, il y a des infractions qui sont produites, il y a des crimes qui sont commis, mais parce que le pouvoir exécutif, le président de la République, ne veut pas que les responsables de ces crimes soient poursuivis, il donne des instructions au procureur de la République pour ne pas actionner le pouvoir judiciaire. Et à l'inverse, lorsque des citoyens sénégalais commettent une petite erreur de manifestation devant la maison
du président du Conseil constitutionnel, cette infraction provenant de quelqu'un qui n'a jamais été condamné, on actionne la justice, on le condamne à 2 ans de prison. 2 ans de prison oui, là ferme. Vous faites référence à l'affaire Malick Noël Seck. Oui, je dis que c'est une erreur de sa part de faire une telle manifestation, mais la sanction qui le frappe est totalement disproportionnée par rapport à l'infraction et par rapport au fait que c'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné. Voilà, là vous venez de dresser un tableau sombre. Maintenant, comment comptez-vous équilibrer ces différents pouvoirs, le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif? Il faut revenir à l'état de droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Un état dans lequel tous les justiciables sont placés sur le même pied d'égalité. Cela veut dire qu'il s'agisse du riche ou du pauvre, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, qu'il s'agisse du citoyen ou du rural, du citadin ou du rural, tous et toutes, nous devons être soumis aux mêmes règles de justice. L'État, y compris au niveau du pouvoir exécutif, a un devoir de reddition des comptes, c'est-à-dire de rendre compte de sa gestion. Les citoyens ont le droit de sanctionner, soit directement à l'occasion des élections, soit indirectement par le biais du pouvoir législatif qui contrôle l'action du gouvernement. L'état de droit, c'est aussi une administration autonome, pas une administration sous la botte du pouvoir exécutif qui soit lui dicte des mesures à prendre qui vont à l'encontre du principe de l'état de droit, soit parce que cette administration fait de la résistance, on l'ignore et on crée des agences pour faire passer les mesures voulues par le pouvoir législatif. Okay. L'état de droit, c'est enfin une réelle volonté de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire sénégalais, les gens sentent qu'ils ont non seulement des devoirs, mais des droits et que ces droits sont respectés. Et pour résumer, quel type de régime, par exemple, comptez-vous mettre en place? La notion de régime est une question relative. Il n'y a pas de régime parfait. Mais force est de constater que le régime que nous avons aujourd'hui, qui est le régime présidentialiste, avec une hypertrophie, un développement excessif des pouvoirs du président de la République et qui a engendré la situation actuelle, ce régime-là doit être écarté. Pour mettre en place quel type de régime? De notre côté, et à l'autre extrême, il faut éviter un régime où, du fait de l'absence de majorité au sein de l'Assemblée, de l'éparpillement de la représentation politique au sein du législatif, on n'arrive pas à avoir un gouvernement stable. C'est ce qu'on appelle le régime d'assemblée. Entre les deux, il y a plusieurs variantes de régime, mais le régime parlementaire rationalisé est certainement le plus indiqué. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires véritablement séparés. Des pouvoirs qui
se contrôlent mutuellement entre l'exécutif et le législatif, non pas en théorie, mais en pratique. Qu'est-ce que cela veut dire également? Ça veut dire un régime parlementaire dans lequel le Premier ministre est choisi par le président, mais ce président a l'obligation morale de le choisir parmi les députés ou parmi les personnes qui sont soutenues par la majorité parlementaire. Et lorsque le Premier ministre n'a plus la confiance du Parlement, qu'il puisse être démis de ses fonctions et que notre Premier ministre soit nommé. Ce régime parlementaire a donc l'avantage de créer beaucoup d'autonomie entre l'exécutif et le législatif, de responsabiliser le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation, pas un Premier ministre coordonnateur de l'action gouvernementale. Dans le même ordre d'idée, ce régime parlementaire permet réellement aux citoyens d'être maîtres de leur choix par un mode de scrutin alliant la représentation nationale, scrutin de liste majoritaire, et la représentation des intérêts locaux avec une représentation proportionnelle et également qui permettent une combinaison de la représentation nationale avec l'obligation du député de rendre compte à sa base. Aujourd'hui, les députés, ils ne se sentent pas responsables devant leur base. Ils sont plus responsables devant leur président que devant les électeurs. C'est cela qu'il faut changer. Voilà, tout cela est bien beau, mais à condition que vous soyez élu d'abord pour l'appliquer. Un récent sondage qui a été publié vous attribue 20%, c'est-à-dire si l'élection était tenue aujourd'hui, 28 novembre, vous auriez 20%. Vous y croyez ou bien vous pourrez faire mieux que ça? Vous savez, les sondages sont ce qu'ils sont. Il faut les considérer comme tels, c'est-à-dire une représentation à un moment déterminé avec un ciblage de citoyens déterminé. Donc, un sondage est par définition quelque chose d'évolutif. Et il y a également un critère de crédibilité d'un sondage qui est lié à la crédibilité même de l'institution qui fait ce sondage. Faute de quoi, vous avez des sondages préétablis à la demande de X ou de Y et en sa faveur. Cela dit, pour répondre à votre question de savoir ce que je pense de ce sondage, je note que il y a de cela pas longtemps, on avait dit que Ibrahima Fall est un candidat solitaire et comme aucun candidat indépendant n'a dépassé les 0,05%, maximum 1%, il est condamné à ne pas aller au-delà de 1%. Il y a de cela 2 ou 3 semaines, on a dit qu'un sondage commandité en haut lieu a crédité Ibrahima Fall de 13%. Si aujourd'hui, selon le sondage que vous avez lu, Ibrahima Fall est à 20%, quel que soit par ailleurs le jugement qu'on peut porter sur les sondages, il faut peut-être constater qu'il y a une progression. Et comme le disait l'un des articles relatifs à ce sondage, apparemment, il paraît qu'il y a une grande marge de progression. Nous sommes à moins de 3 mois. Vous personnellement, vivra
Voilà. Personnellement, avez-vous commandité des sondages? Et qui disent quoi? Non. Mes sondages, c'est auprès de l'opinion, sur le terrain. Je reviens de Mbour, je reviens de Joal. Auparavant, j'avais été ailleurs. Je suis au contact de la population et j'essaie de leur expliquer ce que je propose. Donc, c'est moi, ce terrain-là, qui commande mon attitude par rapport au sondage. Cela dit, j'ai le plus grand respect pour les sondages lorsqu'ils sont faits par des institutions crédibles. Sans pour autant les prendre pour argent comptant. Il y a beaucoup d'élections dans le passé, notamment en Europe, où à la veille du scrutin, les sondages ont donné X pour favori et c'est Y qui a été élu. Alors aujourd'hui, quand on dit Idrissa Seck, on pense tout de suite à Thiès. Il a son fief électoral. On parle de Macky Sall, on pense à Fatick. Moustapha Niasse, il a son Nioro. Est-ce que Ibrahima Fall, pour parler court, est-ce que Ibrahima Fall a son fief électoral? J'espère que mon fief électoral sera le Sénégal. Oui, mais le Sénégal, c'est assez large. Vous ne connaissez pas tous les villages du Sénégal et c'est sûr que vous ne pourrez pas faire tous les villages du Sénégal. Eh bien, je compte être élu par le peuple sénégalais dans les différents départements, dans les différentes communautés rurales et dans les différents villages, tout comme dans les différentes grandes villes. Un homme politique, c'est avant tout une base électorale. Un homme politicien, oui. Je n'ai pas de parti, je n'ai pas la prétention d'être un homme politicien. J'ai la prétention d'être un homme tout court qui s'engage dans des élections présidentielles avec pour toute ambition de servir la nation. Et c'est bien la raison pour laquelle je dis que je ne suis pas venu pour être njiitu réew mi. Je souhaite être ndawul askan wi. C'est là toute la différence. Alors, dans le passé, on n'a jamais vu, en tout cas pas au Sénégal pour l'instant, un candidat indépendant, vous l'avez même dit, tous les candidats indépendants avant vous ont obtenu 0,1%, 2%. Est-ce que vous pensez vraiment créer la surprise? Je ne pense pas créer la surprise par moi-même. Je pense que la surprise viendra de plusieurs facteurs. D'abord, la personne ou la personnalité du candidat. Ensuite, ce qu'il propose. Troisièmement, l'équipe avec laquelle il compte travailler. Et le tout, quel impact cela peut avoir sur le citoyen dans la situation politique risquée dans laquelle nous nous trouvons, dans la situation économique délétère dans laquelle nous nous trouvons, dans la situation sociale particulièrement difficile dans laquelle nous nous trouvons. C'est un ensemble de facteurs, c'est un faisceau de facteurs liés au candidat, à sa personnalité, à son itinéraire, à son programme, à ses collaborateurs et aux réactions des citoyens. C'est cela qui crée le déclic. Mais est-ce que votre long séjour à l'extérieur ne sera pas pour vous un handicap? Parce que bon, les gens vont dire que mais voilà un Messie qui est venu avec des solutions toutes faites. Ça fait il y a 20 ans qu'on ne l'a jamais vu au Sénégal et le voilà qui nous propose un paradis en 2012, après 2012. Est-ce que cela ne pourra pas constituer pour vous un handicap? Il appartiendra aux citoyens de répondre à la question. J'observe simplement que, puisque vous dites qu'on me crédite de 20% à ce jour d'aujourd'hui... Mais ce n'est pas moi qui ai fait le sondage. Hein, encore. Oui, mais non, je comprends bien que ce n'est pas vous. J'ai dit, vous dites qu'on me crédite, donc ce n'est pas vous. Vous dites qu'on me crédite de 20%. Je note qu'il y a des
personnalités qui sont là depuis 20 ans et qui sont des chefs de partis politiques et qui aujourd'hui n'ont pas, peut-être dans ces sondages, encore qu'il faille relativiser les résultats des sondages, n'ont pas ces 20%. Je pense que c'est une réponse assez claire. Bon, en tant que partie prenante des assises nationales, parce que même si vous n'avez pas été actif dans ces conclusions et tout, mais vous êtes membre de partie prenante des assises nationales. Alors pourquoi ne pas avoir intégré Benno Siggil Sénégal et se porter candidat à la candidature de l'unité de rassemblement qui fait débat aujourd'hui? Peut-être qu'ils auraient choisi Ibrahima Fall à la place de Niasse et Tanor qui sont en train de constituer le blocage. C'est votre jugement de valeur. J'ai dit oui, peut-être. Je n'ai pas dit qu'il constitue le blocage, c'est vous qui le dites. Ah, si, mais enfin, c'est un constat. C'est un constat qui est là. Ce que je peux répondre en tout cas à votre question, c'est que, comme vous le savez certainement, Benno Siggil Sénégal, c'est un regroupement de partis politiques. Ibrahima Fall, n'ayant pas de parti politique, ne peut pas être membre de Benno Siggil Sénégal. C'est un problème de statut. Cela dit, s'agissant de ma candidature, puisque vous pensez qu'on aurait pu avoir recours à moi devant cette situation de choix difficile entre deux ténors de Benno Siggil Sénégal, rien n'empêche, même si Ibrahima Fall n'est pas membre de Benno Siggil Sénégal parce qu'il n'a pas de parti, rien n'empêche, si ce qu'il propose représente au niveau des assises nationales un reflet des engagements qui sont pris par tous ceux qui ont participé aux assises nationales, rien n'empêche, si telle est la volonté des parties prenantes de Benno Siggil Sénégal, de proposer Ibrahima Fall comme candidat. J'ajoute d'ailleurs que le comité de facilitation de Benno Siggil Sénégal m'a effectivement consulté il y a de cela plusieurs semaines et nous partageons de fait au moins 3 choses très importantes. Le Sénégal, dans ses difficultés, les assises dans leurs conclusions et recommandations avec tout ce que cela comporte, et enfin, la nécessité de relever les défis. Ce sont 3 éléments très importants. Et dans la phase dans laquelle nous nous engageons, je puis vous dire que non seulement je serai heureux et honoré si ce choix se portait sur mon humble personne. C'est un appel du pied. Mais je vous assurerai que, n'ayant aucune affiliation partisane, je traiterai tout le monde sur un pied d'égalité. Ce n'est pas un appel du pied, puisque c'est Benno qui a demandé à me rencontrer. Mais je dis, si Benno décidait de cela, je serai heureux et honoré. Aujourd'hui, c'est l'impasse à Benno, comme il l'a constaté. Leur dites-vous, venez, faites de moi votre candidat, et le tout est réglé, le problème. Ce serait à la fois prétentieux et, je crois, inopportun. Il y a un processus qui est enclenché au niveau de Benno. Il y a un processus qui est enclenché au niveau de Benno Alternative 2012. Là également, je dois vous dire que j'ai reçu une lettre manuscrite de Benno Alternative 2012 souhaitant me rencontrer pour discuter sur la base des critères qu'ils ont arrêtés pour sélectionner un candidat. Et j'ai déjà donné ma réponse officieuse en disant que je me rendrai à cette invitation et
si Benno Alternative 2012 devait, à l'issue de sa sélection, considérer que la candidature d'Ibrahima Fall est la plus indiquée, je serais également heureux et honoré d'être le porte-drapeau de Benno Alternative 2012. Et vous vous reconnaissez dans les critères dégagés? Je dois dire que, comme vous le savez, certains candidats indépendants se concertent également. Vous avez le G4, constitué des candidats suivants: Madame Amsatou Sow Sidibé, Monsieur Arona Ndofen Diouf, Monsieur Moussa Touré et Ibrahima Fall. Nous sommes en train de négocier, de discuter entre nous, et nous avons déjà adopté le principe que l'un de nous sera le porte-drapeau de l'ensemble des 4. Et d'autres personnes sont également soucieuses de se joindre à ce mouvement de regroupement de candidatures. Donc, je suis ouvert. Si je dis que le premier credo de mes 4 credos, c'est rassembler les patriotes, il ne faut pas le dire seulement théoriquement, il faut le pratiquer. Voilà pourquoi je suis ouvert à Benno Siggil Sénégal, à Benno Alternative 12000, au G4 et à d'autres candidats. Alors, nous allons rapidement aborder les questions d'actualité. Parce que ce qui compte, c'est le Sénégal. Oui, en définitive. Que ce soit Ibrahima Fall ou quelqu'un d'autre, ce qui compte, c'est le Sénégal. Vous savez, je viens de Mbour. J'ai été invité à faire une conférence aux militants ou bien sympathisants de Taxawu Thème. Et au cours de cette réunion, nous avons longuement discuté. J'ai dit que ce qui est important, c'est le choix du citoyen, qu'il soit soutien de Taxawu Thème ou qu'il soit en dehors de Taxawu Thème. Et j'ai dit, je le répète, que ce qui importe, c'est de choisir le meilleur candidat. Et si ce meilleur candidat devait être autre que Ibrahima Fall, je suis prêt à me rallier. Je n'ai pas de fixation. Est-ce que ce meilleur candidat, vous l'avez identifié dans cette classe politique actuelle, dans l'opposition plus précisément? Il ne m'appartient pas de l'identifier. Je n'ai pas ce pouvoir. Je dis simplement, je l'ai dit à ceux qui me soutiennent, que si demain, dans l'urne, seuls avec leur conscience, ils pensent que Ibrahima Fall, qui est Taxawu Thème, il y a un autre candidat qui est également candidat et qui est meilleur que lui, qu'ils prennent leur bulletin et qu'ils votent pour ce candidat. C'est parce que vous êtes conscient qu'il n'y a pas meilleur que vous actuellement? Je n'ai pas cette conscience. Ce serait, je crois, déplacé de considérer que je suis le meilleur candidat. Si maintenant c'est l'opinion de la population, j'en serais plus que touché. Voilà. Georges, on peut aborder les questions d'actualité avec le séminaire organisé par la mouvance présidentielle la semaine dernière sur la validité de la candidature du président de la République. Vous, en tant que professeur de droit, que pensez-vous de cette rencontre? Bon, nous sommes en démocratie, il faut admettre la diversité des opinions et la diversité des démarches. Je crois que de la même façon qu'il y a eu des juristes constitutionnalistes qui se sont prononcés contre la candidature du président Wade, il peut être normal que des juristes, des constitutionnalistes se prononcent pour la validation de la candidature du président Abdoulaye Wade à un 3e mandat. Je note cependant 3 choses. La première, c'est que
force est de constater que ceux qui ont adoubé cette candidature, ce sont principalement des constitutionnalistes ou des juristes étrangers qui ont une connaissance très limitée du droit constitutionnel sénégalais et qui ont été choisis certainement sur la base de leurs connaissances, mais aussi sur la base de ce qu'on voulait qu'ils disent. Et de leur neutralité surtout. Le deuxième élément que je voudrais dire, c'est que force est de constater que de tous les constitutionnalistes sénégalais, et je pèse mes mots, un seul a soutenu la validité de la candidature du président Abdoulaye Wade. C'est quand même très significatif. Un seul. La troisième lecture que je fais, c'est que dans ce domaine, je crois que les choses sont très claires. On nous prépare un hold-up électoral. On nous prépare une situation d'où peut naître une double crise à la nigérienne et à l'ivoirienne. À la nigérienne, vous vous souvenez, au Niger, lorsque le président Tanja a voulu prolonger son mandat, l'Assemblée nationale lui a dit qu'il n'en avait pas le droit. Il s'est adressé au Conseil constitutionnel qui lui a dit qu'il n'en avait pas le droit. Il a dissous le Conseil constitutionnel dans une épreuve de force qui a conduit à un coup d'État militaire. J'espère qu'on va nous épargner une telle situation. Crise à l'ivoirienne, parce que en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle, le président Gbagbo, au deuxième tour, a déclaré qu'il était vainqueur, alors que le décompte qui a été fait de façon judicieuse et objective avait clairement montré qu'il avait perdu. Il a utilisé son Conseil constitutionnel pour dire qu'il avait gagné les élections alors qu'il avait perdu. Ce qui a plongé la Côte d'Ivoire dans la crise que l'on sait, qui s'est terminée de façon violente. Et c'est ce même Conseil constitutionnel qui finalement est revenu pour dire « Ah non, 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 c'est M. Alassane Ouattara qui a gagné ». Est-ce qu'on veut plonger le Sénégal dans une ou dans l'autre des deux crises? Comment éviter maintenant ces deux crises? La réponse me semble tout à fait simple. Nous sommes dans une situation où il est clair que le président Abdoulaye Wade a épuisé les 2 mandats qui lui sont reconnus par la Constitution. Il ne doit pas faire un forcing pour un 3e mandat. Parce que ses prédécesseurs ont montré la voie. Senghor est parti de lui-même. Il avait, je crois, 70 ans. 74 ans. Et il a dit, non, écoutez, moi je considère que je dois partir parce que à partir du moment où il m'arrive parfois d'oublier le nom d'un de mes collaborateurs ou de le confondre avec tel autre, je considère que réellement le temps est venu pour moi de partir. 74 ans. Le président Diouf est parti
à la suite d'une élection démocratique où il est arrivé premier au premier tour, mais sans avoir la majorité requise. Et au deuxième tour, du fait des coalitions, il a été dépassé par le candidat Abdoulaye Wade. Il l'a appelé pour lui dire « Je reconnais que j'ai perdu ». Il est parti par la grande porte. J'ajoute que cela a été possible non seulement par la volonté du président, mais aussi par le fait qu'il a nommé un ministre de l'Intérieur qui n'appartenait à aucune chapelle politique, un ancien chef d'état-major de l'armée nationale. Aucune consigne n'a été donnée, ni au gouverneur, ni au préfet, ni au sous-préfet. Tout s'est passé dans la transparence. Ce sont là, à mon avis, des leçons. Ça, c'est le premier argument. L'histoire du Sénégal. Deuxièmement, il y a le droit. Ce droit est dans la Constitution. Et le président Abdoulaye Wade a été lui-même amené en 2007 à rappeler que c'est lui-même qui a limité le nombre de mandats à 2 et que donc il faisait son deuxième et dernier mandat à partir de 2007. Et on aurait pu rappeler d'ailleurs que en 2000-2001, tirant les conséquences de l'évolution historique du Sénégal, qui avait vu Senghor président de la République pendant 20 ans, Abdou Diouf président de la République pendant 19 ans, la classe politique avait décidé que plus jamais on aurait des présidents de la République qui dureraient autant. Voilà pourquoi il avait été décidé dans un consensus national de limiter les mandats à 2. Donc il y a ce deuxième argument. Or aujourd'hui, si on fait un forcing politique et électoral, si on réélit le président Abdoulaye Wade, 12 plus 7, il sera resté 19 ans, ce qui est contraire à cette volonté de limiter. Parce que vous êtes convaincu que s'il se présente, il sera réélu. Je dis si on fait un forcing, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va manipuler les élections, on va triturer les résultats, et cela va nous mener à la crise que je sais. Donc je ne suis, alors mais pas du tout, ni convaincu de la légalité de sa candidature, ni convaincu que malgré un forcing, si les choses se passent normalement, il peut être élu. Lui-même n'en est pas convaincu. Son fils Karim, il dit que si on met la loi de côté, c'est qu'avec les réalisations que son père, le président, a fait, rien que ces réalisations méritent qu'il ait un autre mandat. Je comprends qu'un fils puisse avoir une affection de cette nature pour son père, qui le lui rend bien. Mais nous ne sommes pas dans ce domaine. Nous sommes en train de parler des réalités de ce pays. Or, c'est ce même père qui, il y a à peine quelques mois, a proposé un projet de réforme constitutionnelle avec un ticket, comme il l'avait appelé, président, vice-président. Ce n'est pas ça qui est important. Mais dans ce projet, c'est lui qui proposait qu'au premier tour de l'élection, puisse être considéré comme élu le candidat qui aurait 25% des suffrages exprimés. On n'a pas dit 25% des électeurs inscrits. Hein? On a dit 25% des suffrages exprimés. Si véritablement il était conscient de son aura
pour pouvoir être élu au premier tour, il n'aurait pas proposé 25% du suffrage exprimé. Donc, c'est qu'il est conscient que si les choses se passent normalement, il ne peut pas obtenir plus que ça. Okay. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, de part et d'autre, chacun tire la couverture de son côté. Pourquoi alors personne ne veut laisser le soin au Conseil constitutionnel de trancher le débat à 29 jours du scrutin? Le Conseil constitutionnel est appelé à trancher le débat. Et je considère que c'est son rôle. On semble mettre trop la pression sur l'institution. Je pense que les pressions, c'est à la fois malsain, mais ça peut se comprendre. C'est malsain parce qu'il faut laisser au Conseil constitutionnel la possibilité de se prononcer en toute indépendance. Mais ça se comprend pour 3 raisons. 1, le Conseil constitutionnel a habitué le citoyen sénégalais à se déclarer incompétent. Si le Conseil constitutionnel demain se déclare incompétent par rapport à la candidature d'Abdoulaye Wade, c'est une façon d'avaliser la candidature. C'est une façon d'avaliser la candidature. Xawma ci dara, mënuma ci dara. Ça veut dire continuer. Première raison, l'habitude de se déclarer incompétent. La deuxième raison, c'est que le Conseil constitutionnel est composé de 5 juristes qu'on appelle des sages. Le Sénégal est l'un des rares pays où les membres du Conseil constitutionnel sont tous nommés par le président de la République. C'est une anomalie. C'est une anomalie. C'est quelque chose qui est ressorti de ce qu'on appelle la République bananière. C'est contraire à toutes les règles de justice, d'équité et de moralité politique. Wolof daf ni ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura. Si le président de la République lui-même nomme les membres du Conseil constitutionnel, les citoyens peuvent penser qu'il leur sera difficile d'invalider, c'est-à-dire de refuser la candidature de celui-là qui les a nommés. Les 5 sages ont un devoir d'ingratitude à l'endroit du président. Donc, ça c'est peut-être une deuxième raison qui explique, je ne dis pas qui justifie, qui explique pourquoi les citoyens exercent des pressions. Je vois une troisième raison, c'est que le pouvoir est en train de préparer l'opinion à ce que la décision est déjà acquise. Est-ce que les membres du Conseil auront ce devoir d'ingratitude dont vous parlez? Est-ce que les membres du Conseil s'élèveront à la hauteur du caractère historique de la décision qui les attend? Point d'interrogation. À votre avis? Ibrahima Fall l'espère. Vous avez Je foi l'espère, aux hommes. mais je souhaite qu'on n'en arrive pas là. Pour des raisons claires. 1, qu'on le veuille ou non, un président de la République qui demande à être réélu à 86 ou 87 ans pour un mandat de 7 ans, c'était 7-14. Même si Dieu lui donne la longévité d'un de ses parents qui est mort à plus de 100 ans, il aura 94 ou 95 ans à l'issue de ce mandat. Est-ce que c'est sain? Est-ce qu'on oublie le cas de Bourguiba, qui est bien moins âgé que l'actuel président, avait suscité
sa destitution. Oui, mais Wade, c'est un cas pathologique de bonne santé. Je crois que je termine, si vous voulez, les raisons. Deuxièmement, pour des raisons politiques toujours, je considère que quelqu'un qui a fait 26 ans d'opposition historique, qui a eu le mérite de tenir, même si de temps en temps il entrait, il sortait du gouvernement. 26 ans d'opposition plus 12 ans de pouvoir, ça fait 38 ans. Est-ce qu'on ne pense pas véritablement qu'il peut sortir par la grande porte en tirant sa révérence plutôt que de forcer à une réélection qui peut conduire le Sénégal dans une impasse? Deuxième raison politique. La troisième raison politique, c'est que il faut qu'on se soucie des générations à venir. Le Sénégal est l'un des rares pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'a pas connu de coup d'État, qui a eu une vie politique sereine. L'aventure dans laquelle la candidature du président Abdoulaye Wade nous engage est pleine de tous les dangers. Je sais qu'on dit qu'au Sénégal, il n'y aura que la paix parce que de grandes autorités religieuses nous ont bénis de leurs prières. Mais pour se montrer digne de ces grandes autorités religieuses, nous avons tous le devoir de faire en sorte de ne jamais les démentir. Et je considère que le président de la République actuelle a une grande responsabilité pour ne pas nous engager dans une aventure qui irait à l'encontre de cela. Voilà, M. Fall, on va aborder la Casamance, qui fait l'actualité aussi. Nous avons vu que les cadres de Casamance sont réunis il y a quelques jours et ils souhaitent rencontrer tous les candidats à la présidentielle pour que ces candidats-là leur fassent des propositions concrètes de sortie de crise. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des solutions concrètes de sortie de crise, de ce conflit qui est le plus vieux, en tout cas en Afrique de l'Ouest? Je vous remercie. La Casamance, c'est une plaie. C'est une plaie saignante. Et elle dure depuis plus de 30 ans. On a tendance, malheureusement, à considérer que c'est une crise de la Casamance. La crise de la Casamance. C'est une crise sénégalaise qui interpelle l'ensemble des citoyens sénégalais. Il faut lui donner une solution à la hauteur de ce qu'elle représente, cette crise. C'est quoi la solution? Deuxième élément, il est essentiel que l'on tire les leçons des échecs passés, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives pour régler le problème de Casamance, la crise en Casamance, la crise en Casamance, pas la crise de Casamance. Troisièmement, enfin, c'est sur la base de tout cela qu'il faut proposer des solutions. J'en ai proposé. Je vous renvoie à mon allocution de présentation de ma candidature, où j'ai clairement indiqué le chemin qu'il faut suivre. 1. Il faut arrêter la gestion désastreuse de cette crise avec la nomination des Monsieur Casamance à qui on donne des milliards dont on ne sait que faire
et qui ne servent à rien d'autre qu'à prolonger la crise. 2, il faut asseoir autour d'une table tous les acteurs nationaux, pas seulement le régime politique, le gouvernement et le MFDC, mais tous les acteurs concernés. 3, il faut que dans cette solution, on écoute plus et qu'on responsabilise davantage les Casamançais, les ressortissants de la Casamance. Et je suis heureux que le collectif des cadres de Casamance interpelle les acteurs, en particulier les candidats. 4, j'ai dit dans cette déclaration également qu'il est illusoire de penser que le problème de Casamance peut se régler uniquement sur la base, sans tenir compte de l'environnement sous-régional. Il faut impliquer la Guinée-Bissau, il faut impliquer la Gambie. Ça fait 5 ou 6 mois que j'ai dit cela. Et je suis très heureux que les cadres casamançais, le collectif des cadres casamançais, s'inscrivent dans cette dynamique. Je termine en disant que le 8 décembre, le candidat Ibrahima Fall publiera son programme de gouvernement qui va couvrir tous les champs politiques, économiques, sociaux, culturels, sécuritaires et autres qui interpellent le candidat Ibrahima Fall. J'espère qu'on y trouvera des développements conséquents concernant la crise en Casamance. Voilà, une dernière question, M. Fall. Vous êtes candidat et vous savez que la candidature aussi, c'est un look particulier. Hein? Et vous savez, bon, les gens, la nouvelle génération actuellement, c'est les blacks comme lui, il en a. Mais vous, les cheveux là, ça dérange certains. Vous n'avez pas envie de les jeunes, ouais. Les jeunes pour faire un peu plus punch, quoi. Je vous remercie. Je pense que la réponse que je vais vous servir ne dérangera personne. Merci. Je suis quand même étonné. En 2000, les gens avaient des cheveux. Ils ont choisi quelqu'un qui n'en avait pas. Je m'arrête là. Cela veut dire que donc vous n'allez pas changer de look. En 2012, ils vont changer. Ils vont changer quelqu'un qui a des cheveux cette fois-ci, vous voulez dire. Des cheveux comme Ibrahima Fall. C'est ça. Non, mais chacun a de ce point de vue-là sa conception. Je pense que toutes les conceptions se valent et se respectent. On a eu un acteur très connu dans le cinéma mondial qui s'appelait Yul Brynner et qui n'avait pas un seul cheveu sur la tête. Ça ne l'a pas empêché d'avoir la brillante carrière qu'il a eue. Mais dans le même ordre d'idée, on a également des hommes politiques de par le monde qui avaient des tignasses et cela ne les a pas empêchés d'être élus. Chacun a sa personnalité. Je crois qu'il faut savoir respecter la personnalité de chacun. Ceux qui me connaissent savent de longue date le soin particulier que j'apporte à ma personne, y compris à mes cheveux, qu'on me laisse avec mes cheveux. Vous les entretenez avec quel produit? Pardon? Oui, vous les entretenez avec quel produit, vos cheveux? Brillantine Rojaflor.
Voilà, merci, professeur Ibrahima Fall, candidat à la présidentielle et président du mouvement Taxawu Thème. Merci également à Georges Nesta Diop, chef du service politique du quotidien Walfadjri. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce deuxième numéro de Perspective 2012. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.